Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale. Elle est spéciale en ce sens où nous parlons de la Côte d'Ivoire et des volontés d'investir ou alors d'être arnaqué. Eh bien, ce soir, nous prenons le cas d'un jeune ingénieur, architecte ivoirien. Dr Julien Amon Kofi, c'est son nom. Avec lui, on va aborder son parcours, ses réalisations, mais surtout ses frustrations au moment où l'Afrique essaye de construire et de créer de nouveaux champions qui permettront, pourquoi pas, de s'accaparer tous les pans d'activité qui permettront in fine à notre continent d'atteindre l'émergence, quels que soient les objectifs visés. Eh bien, Dr Amon, il a reçu une désillusion dans son pays, la Côte d'Ivoire. C'est avec lui qu'on va évoquer tout cela ce soir. Saluons tout d'abord notre invité, Dr Amon Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Bachir. Et merci de nous faire l'honneur de partager vos joies, vos pleurs, mais surtout vos frustrations dans le cadre de cette édition spéciale. Vous êtes bel et bien sur les antennes de Pan African Media Télévision. Merci, je vous en prie. Voilà, et avec vous, et avec nous sur le plateau, après vous avoir écouté, nous avons notre consultant permanent, Jonathan Batengene, que vous connaissez d'ailleurs très bien, sociopolitiste de formation, géostratège, si vous voulez également, mais surtout très regardant sur les questions économiques et notamment les investissements des Africains dans leur propre pays. Joe, bonsoir. Bonsoir Bachir, bonsoir à monsieur Amon Kofi. C'est une situation particulière qui nous réunit là et qui va certainement intéresser les panafricanistes et l'opinion africaine, surtout qu'on est dans un contexte où nous avons une part de responsabilité dans le mouvement de la diaspora vers le continent. Il est très intéressant d'étudier ou bien d'élucider ce cas parce que ça va permettre à tous ceux qui ont envie d'investir sur le continent de pouvoir se préparer à endurer ou bien à traverser des tracasseries comme celles que connaît M. Amon et que nous croyons être passagères, que bientôt il pourra retourner il pourra être restitué dans son bon droit et que dans cette restauration il pourra enfin investir pour le bien de la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci pour votre présence également, Jonathan Batengene. Eh bien, docteur Amon Kofi, l'intitulé de notre émission, et je crois qu'avec la complicité de la réalisation, on va l'afficher. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire, affaire Amon Kofi ou l'arnaque en bande organisée. Nous n'avons pas osé mettre arnaque étatique de toutes les façons. C'est à vous que revient la parole. L'Afrique et les panafricanistes vous écoutent. Parlez-nous d'abord de vous. Qui est Julien Amon Kofi? Alors, je suis docteur en architecture, ingénieur de métier. Je suis pensionnaire de l'école polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et après mon diplôme d'ingénieur, j'ai pu intégrer l'université de Man-la-Vallée où j'ai évolué en électronique, électrotechnique automatique. Et quelques années plus tard, je suis rentré à l'école d'architecture où j'ai fait mon doctorat d'architecture. Et puis, dans le vif du sujet, je finis par rentrer à l'EXI, donc à l'école d'ingénieurs des sciences généralistes de La Rochelle, où j'ai fait un doctorat d'économie en bâtiment. Homme d'affaires, responsable de plusieurs entreprises en France jusqu'en 2017, où j'ai répondu à l'appel du drapeau ivoirien suite au message de l'actuel président de la République, lancé aux membres de la diaspora de rentrer afin de pouvoir participer à l'économie de notre pays. Et je suis parti et on a créé plusieurs structures sur place. Et je me suis heurté à la désillusion, comme vous avez dit, M. Bachir. Et je suis revenu en Europe. Alors, aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, en poste en tant que directeur de projet dans la plus grande société d'énergie d'Europe. Voilà. Très bien. Alors, en quoi consistait, si vous voulez,
les projets les projets qui vous ont motivé à revenir investir en Côte d'Ivoire, vous avez dit, vous êtes revenu répondre à l'appel du drapeau orange, blanc, vert. Et quel était le projet? Alors, en fait, j'étais à mon cabinet un matin, enfin en soir, quand j'ai un client, un grand client avec qui je faisais un certain nombre de logements en Europe, est venu me voir pour dire, tiens, il y a ton pays qui est à la recherche de partenaires financiers et de partenaires pour investir dans ton pays. J'étais à un forum, je les ai rencontrés, et puis j'ai parlé de toi. Sur le coup, moi, ça m'a pas plus intéressé que ça. Le lendemain, effectivement, ils m'ont appelé et je suis allé les rencontrer. Et une fois sur place, je suis informé que le président a lancé un appel, d'ailleurs qu'on me fait écouter, pour dire le pays a besoin de personnes pour venir participer à la construction de notre pays. Donc, en tant qu'Ivoirien, il y a une parole de notre hymne national qui dit « Fiers Ivoiriens, le pays vous appelle ». Donc, je suis rentré à mon cabinet et j'ai préparé le projet ivoirien pendant plus d'1 an. Et en 2017, je suis allé m'installer en Côte d'Ivoire. Effectivement, une fois à Abidjan, on s'est lancé dans plusieurs types de projets. On avait créé des industries, donc des usines de fabrication de béton prêt à l'emploi et de béton, et tout ce qui est matériaux dérivés, éléments dérivés de béton, parce que nous avions décidé de faire des logements à bas coût pour les Ivoiriens. Après avoir fini de nous lancer dans les différentes industries, on est à évoluer dans une entreprise de construction, ensuite une entreprise de bureau d'études techniques et structures, parce que nous voulions faire tous nos plans en interne. Donc on a recruté des techniciens, des architectes d'intérieur, des architectes, ils ont été formés, d'ailleurs je les ai formés moi-même, et puis afin de pouvoir les mettre sur le marché. Et puis quand on a fini de construire, de construire les unités de production et de former nos architectes, on a décidé de créer une entreprise de gestion immobilière qui s'appelle Vici Immobilier, qui est notre petite entité. Et c'est cette entreprise-là qui a élaboré un certain nombre de projets immobiliers jusqu'à ce qu'on se rende compte que la Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on dit aux Ivoiriens, ce qu'on ne leur dit pas d'ailleurs, c'est que les banques n'étaient pas capables de financer des programmes immobiliers parce qu'elles n'avaient pas assez de capacités financières. Donc on s'est heurté à ça et pendant quelques mois, pour ne pas dire plus d'1 an et demi, on s'est tourné dans le monde entier avec nos différentes relations. Et on est tombé sur une opportunité sur un fonds d'investissement qui a accepté de nous financer. Et donc en 2020, ils nous ont accordé le prêt. Et c'est une partie de ces frais-là qui ont été décaissés. Et l'argent a fini par disparaître dans la nature. Alors, vous nous expliquez de manière détaillée où est l'arnaque. Parce que jusqu'ici, on a bien compris que vous êtes arrivé avec des projets. Vous êtes même allé jusqu'à former des ingénieurs. Mais alors, on n'arrive pas à voir où est l'arnaque, où est le problème pour l'investisseur, l'architecte, l'ingénieur que vous êtes. Alors, Sébastien, je pense que si vous me posez la question, j'avoue, au bout de 4 ans, je suis aujourd'hui à 4 ans de cette affaire dont on parle dans la 5e année, je me pose toujours où est le problème. Si vous imaginez, c'est une question qui est très très bien posée, mais il y a en fait, quand je veux bien paraphraser un de mes avocats qui dit il n'y a pas à faire dans ton affaire. Enfin, il le dit en termes d'ivoirien, c'est ça, c'est que il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de problème, et pourtant il y avait un problème. L'arnaque, où est-ce qu'il se situe? Dès l'instant où les premiers fonds arrivent en Côte d'Ivoire, et en tant que quelqu'un qui a passé suffisamment d'années en Europe, on se pose la question de savoir quelles sont les démarches qu'on effectue dans son pays lorsqu'on reçoit 30 millions d'euros. Et ensuite, on s'adresse aux différents services étatiques qui sont chez qui on est censé faire les déclarations. Les déclarations sont faites. Donc on va aux impôts, on achète les CERFA, on remplit, on fait les déclarations comme c'était un emprunt. D'ailleurs, c'est un emprunt d'ailleurs. Un emprunt, on va sur place et on définit
on écrit un courrier au directeur des emprunts extérieurs, on lui dit écoute, on a emprunté de l'argent dans un fonds d'investissement, c'est nous l'emprunteur, le prêteur c'est Forest Capital Limited, on a eu cet argent à un taux d'intérêt de 2%, on a un délai de grâce puisque c'est une opération immobilière, on leur a demandé de nous laisser un délai de grâce pour pouvoir construire les maisons et commencer à rembourser leur argent à partir de la 3e année, on rembourse la totalité de l'argent en 5 ans. Donc on fait toutes ces déclarations-là. À partir de ce moment-là où les déclarations sont faites, toute la panoplie négrale se met en marche. C'est-à-dire que les gens nous cherchent dans Abidjan, vous avez reçu de l'argent, c'est pour faire quoi? On leur dit, écoutez, on a déjà déclaré les fonds chez vous, les fonds ont été déclarés chez vous, donc venez chez nous pour nous demander qu'est-ce qu'on fait avec l'argent, c'est de ne pas regarder les dossiers qu'on a déposés chez vous. Et puis, ça saute. Ces arguments-là sautent du jour au lendemain, ça part dans l'absolu en disant, écoutez, bon là on a besoin d'argent pour faire les élections en 2020, on n'a pas suffisamment d'argent, on va récupérer cet argent-là. Et vous leur dites non, vous n'allez pas prendre cet argent pour faire les élections parce que cet argent, c'est moi qui suis parti à Londres, c'est moi qui ai mis ma signature là-bas, les fonds qui ont été décaissés, ces fonds-là vont venir en Côte d'Ivoire et j'ai promis de construire des maisons. Donc je ne peux pas vous laisser utiliser cet argent pour faire les élections. Et donc à partir de ce moment-là, ils finissent par laisser tomber et pendant plus d'1 mois et demi, le notaire ne peut plus accéder à son compte. On finit par nous imposer l'idée qu'il faut qu'on paye une commission. C'est assez compliqué de dire non. Vous dites non, au bout d'1 mois et demi, vous êtes en train de faire votre opération immobilière, qu'est-ce que vous faites? Vous dites, bon, vous êtes plus intelligent, vous dites, écoutez, moi je ne vais pas venir derrière Forest Capital pour venir signer des conventions sous sang privé, que je suis incapable de justifier. Si vous voulez prendre l'argent et vous dites que c'est la seule solution, eh bien on se prend devant les notaires. Mais vous savez, à un moment donné, l'habitude est une seconde nature, comme s'ils ont l'habitude de le faire, ils étaient tellement sûrs de leur coup qu'ils ont fini par venir chez le notaire pour signer des conventions à prendre 20%, 25% sur le deuxième transfert, parce qu'il y a eu 2 transferts de 30 millions d'euros. Et puis à partir de là, c'était plus assez. Ceux qui étaient les membres du gouvernement qui étaient dans cette convention n'étaient pas suffisamment rémunérés. Et puis quand j'ai eu marre, je leur ai dit bon stop, on arrête le process. Et puis j'ai arrêté toutes ces conventions-là. À partir de là, je suis devenu persona non grata. Jusqu'à ce que je prenne ma première vidéo, je fasse ma première conférence, mon premier live sur Facebook, en disant je prends les Ivoiriens à témoin, je suis un jeune Ivoirien, je suis rentré en Côte d'Ivoire pour faire des projets immobiliers, et que mes fonds sont bloqués depuis plus de 6 mois, personne ne me dit quoi que ce soit, on me fait tourner en bourrique, et que je commence à en avoir marre. Quelques jours plus tard, la banque, quand elle voit la vidéo, nous convoque en nous disant oui, mais venez déposer les justificatifs des fonds que vous avez reçus. Et ça, c'était en décembre. Je rappelle que le transfert a été exécuté le 26 mai 2020. Le deuxième transfert a été exécuté le 2 juillet 2020. Et on est le 10 décembre, on n'a toujours pas accès à nos fonds. Et donc, le 10 décembre, on dépose les justificatifs. Et quelques jours plus tard, c'est-à-dire le 14 décembre, on se rend à la banque sur conseil sur appel de la directrice pour des besoins, pour des questions administratives, et on arrive sur place et là on me met un papier devant moi, je pense que c'était le vrai forcing, en disant on cherche, on ne retrouve plus votre argent, mais on va vous déposer un papier sur la table et puis vous, docteur, vous allez signer ce papier pour renoncer aux fonds que vous avez reçus. Et je dis non, je ne renonce à aucun fonds parce que les fonds sont venus depuis plus de 6 mois. Je ne peux pas renoncer ces fonds-là en décembre, c'est-à-dire 8 mois plus tard, sans avoir la bonne raison d'expliquer au fonds d'investissement qu'est-ce qui s'est passé pendant les 7-8 mois. Il a dit, ouais, non, soit vous signez le document et puis vous sortez tous d'ici, donc moi, le notaire, mon conseiller, comme étant des personnes intelligentes, soit on applique le plan B. Je lui demande... C'est quoi le plan B? C'est quoi le plan B? Oui, naturellement. Ah, mais justement, la question que je pose, c'est quoi le plan B? Ils me disent police économique. Je dis, bon, m'appelez la police économique. Oui. Nous sommes arrêtés. D'abord, nous sommes séquestrés à la banque. Ensuite, arrêtés, conduits à la police économique. Et quand nous sommes arrivés à la police économique, on est resté de quasiment de 15h jusqu'à 20h. On ne savait pas trop ce qu'on devait faire de nous. Tantôt on était dehors, tantôt on était en garde à vue, tantôt on était libérés. Et puis on a appris notre garde à vue sur le coup de 21h. Ok? 23h. Après 23h, on vient de sortir de garde à vue pour commencer les auditions. Donc moi j'ai la présence d'esprit de poser la question de savoir, mais vous allez nous auditionner, c'est bien, mais soyez gentils. Il faut au moins que je sache les chefs d'accusation pour lesquels je suis en garde à vue.
Et là, il y a une chose surprenante qui va nous être dite, c'est la banque est en train de rédiger sa plainte, on va recevoir la plainte après-demain. Et je leur ai dit que donc nous avions été arrêtés sans plainte. Ils disent oui. Effectivement, la plainte de la banque est arrivée quelques jours plus tard. Et c'est là où on était vraiment face à nos... face à un rêve, en fait. On était en train de sortir de notre rêve. Parce que les chefs d'accusation, c'était le financement du terrorisme, achat d'armes, tentative de déstabilisation du gouvernement. En fait, on s'est juste posé la question d'où venait l'erreur dans ce qu'on venait de voir. Alors, donc, voilà, vous me posez la question de savoir d'où vient l'arnaque. Oui, justement, d'où laisse vient l'arnaque parce que... Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.